Bon, j'espère que tout le monde est bien installé. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel Apérops. Au programme ce soir, on va vous faire une restitution à chaud, très à chaud, très à chaud du Devox qui a eu lieu la semaine passée. Donc c'est encore tout frais dans la tête des Élosiens qui ont eu la chance et le privilège d'y assister. Ils devaient être de plus nombreux que ça, parce que pour le coup ils ont été 7 à y assister, mais il se trouve que François est en congé, Sam est un peu loin, Florian est malade, et donc du coup il nous reste Johan, Grégoire, Florian et Alex qui vont nous présenter leur restitution à chaud, encore une fois, du Devox 2019. Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte du Devox, on va réexpliquer globalement ce que c'est, cette manifestation. Et de manière complémentaire, il y a Sébastien, qui est de même avec Florian, mais comme il n'est pas là. Donc Sébastien seul qui va faire également une présentation des concepts des mômes. Voilà pour le démarrage. Vous avez toujours en haut de la présentation la possibilité d'interagir avec les speakers, donc de poser vos questions qui seront vues, puisque c'est sur ce petit écran qui est là. Ça va permettre d'interagir avec les questions que vous posez. Encore une fois, vous proposez d'autres points qui n'ont pas été abordés pour le coup. Voilà. Donc deux temps à cet Apérops. Tout d'abord le feedback du Devox, une petite pause bière pour recharger les batteries, et ensuite on enchaîne sur la deuxième partie. Avant tout ça, au dernier Apérops, on vous avait partagé un sondage pour avoir votre retour sur l'organisation, sur le déroulé et sur les différentes thématiques qu'on avait abordées, à savoir que c'était Ansible et molécules, et un tour d'expérience de vie ma vie de DevOps. On voit que globalement, ça vous a plu. La première partie sans doute un peu trop théorique, et la troisième également, mais sachant que le retour d'expérience fait par Swan a été également, ça a donné en perspective un certain nombre de points d'attention soulignés par Florian. La Devox parisienne. Qui démarre? Bonsoir. Bonsoir. Ah, il y a la caméra, je profite bien. Alors, comme l'a dit Aurélien, on était à la Devox, c'était du 17 au 19 avril, sur tout frais. Alors, qu'est-ce que c'est la Devox? Alors, c'est depuis 2012 en France, donc c'est la 8e édition. C'est une conférence pour les développeurs. Ça se passait à Paris, au Palais des Congrès. Et il y avait 235 présentations. Alors, le Palais des Congrès est ici. Alors, justement, il y avait 60 exposants dans le hall. Alors, c'était l'endroit idéal pour gratter des petits t-shirts ou des canards. Malheureusement, j'en ai pris qu'un, mais il y a quelqu'un dans le groupe qui en a pris 5, 6. Faut pas me regarder comme ça, les gens. Ah, mais ça explique le grand sac qui est à côté de ton PC, là. Exactement. Et qu'on n'y fait pas. Je pense que tu veux faire un stand de pêche au canard. Exactement. Alors, comment ça se passe la Devox? C'est sur 3 jours. Donc, on a d'abord le jeudi, ça va être la journée université. Donc, ça va être des grosses presses de 3 heures. Et ensuite, c'est costaud. Non, c'était mercredi. Et après, jeudi, vendredi, où c'est plus des conférences de 45 minutes. Plutôt théoriques, mais aussi des hands-on maps. Et des tools in action, où là, on voit vraiment du vrai code. Alors, on était avec cette belle team de 7 warriors. Alors, c'est un peu réparti toutes les conférences. Et l'objectif ici, c'est de vous présenter les tendances qu'on a vues. Donc, tout d'abord en front, après en back, et après les applications. Je laisse la parole à Alex. Bon, la présentation va se diviser en plusieurs parties. On va d'abord parler du front, ensuite il y aura une partie back, on va parler ensuite des API,
Il y aura une partie aussi event, IT container et bon, monitoring, il n'y aura pas réellement, vu que la personne qui s'en occupe est malheureusement malade. Pour l'icône DB, en fait, il n'y aura pas de slide dessus, mais on a remarqué que le principal outil utilisé, c'est PostgreSQL. Voilà, c'est la tendance. Donc au niveau du front, ce qu'on a retenu, c'est qu'il y a eu beaucoup de présentations sur React, Angular, Vue, et un petit nouveau, c'est N, c'est un langage, ça fait quelques années qu'il est présent, mais il commence à devenir mature. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de ce petit langage. Enfin, ce petit langage. Bon, c'est un langage très typé, donc il faut vraiment déclarer toutes les variables et tout ça. C'est un langage où on n'a pas d'exception. C'est-à-dire que normalement, quand on compile, à la fin, quand on va le mettre en production, il y a théoriquement 0 erreur. Ils avaient fait un comparatif et ils avaient dit que par exemple entre JavaScript et N, sur les 10 dernières années, on était à plus ou moins 75 000 erreurs pour JavaScript et pour N, 3 erreurs. Et les 3 erreurs, c'est juste un développeur qui s'est cru trop fort et il a merdé. Bon, c'est pas grave. On pourra remarquer aussi que M est un langage très très performant, dans le sens où par rapport à Angular, il est vachement rapide et plus concis. Pareil pour les assets, donc il est 3 fois moins lourd que Angular. Et on peut utiliser M avec d'autres frameworks comme Angular, on pourrait les compléter. Pour le développement, ça peut se faire avec VS Code ou IntelliJ, pour ceux qui connaissent. Bon, deuxième partie. Les fondateurs et développeurs de M ont mis en place un outil en ligne qui s'appelle Eli et qui vous permettra de tester, d'apprendre et de développer quelques applications très très basiques. On peut voir le lien au-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici c'est un exemple de projet qu'on peut faire avec elle. Et si vous êtes intéressé ou si ça vous intrigue, je vous invite à aller sur le lien en bas, GitHub Evenc de Helm sudo LVC, et vous verrez que c'est un langage plutôt intéressant pour faire du développement front. Bon, je vais donner la parole à Mr. Florian. Alors, moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant donc, à la Devoxx, c'est particulièrement les universities, donc les conférences de 3 heures. Et donc, une d'entre elles donc, était sur TypeScript, donc, pour expliquer que c'était un petit peu le futur de JavaScript. Voilà, le titre était un petit peu clickbait. Je sais plus exactement c'était quoi, c'est genre la chenille qui devient un papillon, quelque chose dans le genre. Et donc, TypeScript, ça n'est pas de n'importe où, ça a été créé par Microsoft. Et pour compenser un petit peu le fait que JavaScript n'y ait aucune notion de typage, ils se sont dit, on va mettre la blinde sur les types, on va faire des trucs qui seront totalement jamais utilisés tellement c'est puissant. Et donc, dans la conférence, tout au long de la conférence, le speaker a utilisé donc l'outil qui permet du site officiel de TypeScript qui permet de voir le code JavaScript généré pour montrer quelques exemples de code qui est 50 fois plus gros une fois généré. Donc les features de TypeScript, bien sûr c'est la gestion des types, ça vient du nom. Donc on a aussi une gestion des classes, donc j'ai mis entre guillemets parce que c'est pas vraiment des classes, en fait c'est des fonctions, ça reste du JavaScript qui est créé derrière.
Mais à l'utilisation, on ne fait pas vraiment la différence. Si on compare à du Java, par exemple, ça reste la même façon de développer. On a donc aussi la gestion des types génériques dans les classes comme Java. Par contre, ce qui n'est pas comme Java, c'est les getters et les setters. Donc certains langages ont des vrais getters et setters, contrairement à Java où c'est une convention, c'est juste une fonction qu'on appelle get mon attribut et set mon attribut. Ici, on a vraiment un getter setter qui permet de faire mon objet point navar égale une valeur, par exemple. On a aussi donc les décorateurs, donc c'est tout simplement un équivalent aux annotations Java ou autres langages. Et donc dans TypeScript, les types sont basés sur la structure des objets, contrairement à Java par exemple, où c'est plus basé sur le nom. Ici, ce qui compte, c'est que l'objet possède tel champ de tel type. Voilà, donc j'ai mis un petit peu les types basiques. Donc on a boolean, number, string, on a les tableaux, donc les tubes qui sont juste des tableaux de 2 éléments, les nuls, donc void pour les méthodes qui ne retournent rien. Ensuite on a quelques types un petit peu plus spécifiques à TypeScript, donc any et unknown, on va avoir un petit exemple juste après de la différence. On a donc nul et undefined, donc utiliser undefined, voilà, c'est TypeScript qui le dit. Nul c'est nul. On a aussi donc, le type never, donc, qui est quand même vachement spécifique, qui fonctionne un petit peu comme un check pour dire cet endroit du code, si qui passe, c'est pas normal. Et ensuite, bien sûr, on a les options. Voilà, donc là, c'est juste un petit exemple pour illustrer any contre unknown, donc en fait, c'est le même principe. On peut mettre ce qu'on veut dedans, donc on peut mettre un number, un string, etc. Mais par contre, dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Et normalement, et donc on ne peut pas accéder aux méthodes, etc. de l'objet, alors que pour le any, on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre point toto, ça passera. Mais en gros, il ne faut pas utiliser any parce que c'est comme si on faisait du JavaScript normal, quoi. Donc là, c'est juste un exemple du never. Donc ici, on l'utilise pour gérer un cas. Donc on a un enum avec 2 valeurs, donc AB. Et dans le cas où on ne passe pas dans le enum, on retourne error. Et cette fonction error, donc, elle retourne never en type. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on appelle cette fonction avec, par exemple, mon enum.c, donc par exemple, imaginons un développeur qui a ajouté cette valeur, et ben, il va avoir une erreur à la compilation, donc pour indiquer par exemple que là il faudrait ajouter un case avec le type C par exemple. Donc ensuite dans les types avancés, donc on a les intersections, donc en fait ça cumule les champs de plusieurs classes. On n'a pas trop vu d'utilisation, a priori c'est pas trop utile contrairement à ce qui suit, donc l'union. Et donc l'union, ça permet de dire que c'est soit cette classe. Et par exemple, en dessous, ce qu'on peut faire, c'est on peut dire directement que notre valeur peut avoir que A, B ou C comme valeur, ou par exemple, on peut déclarer soi-même un type T par exemple, où on peut mettre que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a aussi donc le type this, donc ça fait juste référence à la classe dans laquelle on se trouve en fait. Et donc enfin, ce qu'on a vu, c'est une grande partie de la puissance quand même de TypeScript, c'est les tag guards. Donc on en a 2 de base, c'est juste les keywords de type off, donc qui permet de dire juste si notre variable est d'un type primitif. Pour les classes, on a le instance off, donc un peu comme en Java. Et donc dans l'exemple en bas à gauche, par exemple, TypeScript c'est dans le if qu'on est du type A, et il sait tout de suite aussi du coup que dans le else on est que le type B, parce que la valeur de base c'est une union de A et B. Et on peut aussi donc créer nos propres tag guards, donc en fait on utilise le keyword is, et donc en type de retour, on met object, enfin le nom du paramètre is et un type. Et en fait, TypeScript va savoir que
dans le if de cette fonction, si on return true, donc ici on regarde s'il y a un certain champ dans l'objet, et ben on sait que cet objet sera de type foo, et donc on peut accéder à foo property. Mais si on essaie de regarder bar property, là on aurait une erreur de compilation, et inversement dans le else, on peut accéder à bar property, mais pas foo property. Donc là j'ai pas mis les définitions, mais foo il y a juste foo property, et bar il y a bar property. Donc maintenant je vais passer donc, à la partie API. Donc c'est encore une university. C'était une university donc, sur GraphQL. Donc c'était mercredi matin en anglais à 9h30. Donc j'étais en forme, je m'étais levé à 5h30. Alors du coup, donc GraphQL ça a été créé par Facebook, donc encore un gros nom quand même, en 2012 et publié en 2015. Donc entre temps c'était juste utilisé en interne chez eux, principalement pour leur appli mobile. Le vrai point c'est que ça remplace pas le reste, ça a des avantages, des inconvénients, c'est pas un REST 2.0. Et en fait c'est client driven, donc c'est le client qui va un peu dire moi je veux telle information, etc. Contrairement au REST qui est qu'on dit plus serveur driven. C'est le serveur qui définit les informations auxquelles on est autorisé à accéder. Et donc pour ça en fait, GraphQL remplace le principe de contrôleur de base où telle URL va appeler tel bout de code, enfin telle URL et telle méthode, donc post, get, delete, put. Et en fait ici on va avoir une seule URL, donc /GraphQL, auquel on envoie une requête avec un certain format, etc. qui ressemble un petit peu au JSON. Et ensuite on a un resolver qui va résoudre cette requête et ensuite la mapper au bon bout de code. Donc on a trois types de requêtes, donc un peu l'équivalent aux méthodes justement. On a query pour tout ce qui est récupération, mutation pour tout ce qui est modification, et subscription pour tout ce qui est en temps réel. Donc par exemple, si on veut faire un chat, quelque chose comme ça, je pense qu'ils ont beaucoup utilisé ça côté Facebook. Et donc là on a un petit peu un exemple de requête. Donc ça vient sur le site Swappy GraphQL, donc c'est une petite API avec les infos des films Star Wars. Et donc ici en fait on définit carrément les champs qu'on veut. Genre il peut avoir 150 champs dans notre objet. Si on veut récupérer que le nom du film, ça retournera que le nom du film. Et on peut aussi renommer les données dans la requête. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une donnée qui s'appelle Character Connection. Et en fait, moi je dis non, ça s'appelle Character Data. Et donc on peut préciser les champs à chaque niveau, peu importe la profondeur. Donc le speaker qui avait présenté, il avait plutôt conseillé d'utiliser GraphQL pas en remplaçant par exemple une API REST, mais plutôt en frontal en fait, un peu comme un gateway, donc pour un petit peu uniformiser les communications entre le client et les différentes API, système legacy, etc. Voilà donc un petit peu les avantages et les inconvénients. Donc l'avantage principal c'est la flexibilité, c'est un peu pour ça que ça a été créé. Donc le typage, en fait on a un schéma qui définit les types, les opérations qu'on peut faire, etc. Et du coup le client et le serveur ont tous les deux ce fichier. Le plus c'est aussi les performances, si c'est bien fait bien sûr. Donc en négatif on a le caching, parce que comme on a qu'une URL et potentiellement on a un nombre de champs, on peut ajouter, enlever des champs dans la requête, donc au niveau du caching HTTP, on perd en efficacité. Et aussi un petit problème au niveau sécurité, c'est si on a des champs, des attributs qui ont des références cycliques, dans la requête on peut continuer à l'infini à mettre les champs en fait à chaque fois. Et on peut faire des requêtes ultra lourdes. Et a priori, côté de l'API Java, il n'y a pas... Parce que la conférence était centrée sur Java, pas sur le côté client.
plus côté serveur. Et du coup, il a montré comment on pouvait faire ça, mais c'était que des implémentations à la main, il n'y avait pas de trucs intégrés qui permettaient de gérer cette sécurité. Donc j'ai mis les liens de la personne qui a présenté la conférence. Donc c'est juste un petit projet de démo avec GraphQL, une API, et ensuite une API donc log juste pour faire des tests avec des données un petit peu bidons. On lui met juste son schéma et ensuite elle retourne des strings avec des trucs générés, etc. Alors donc la partie back. Ce qu'on retient à la conférence, c'est qu'on va parler de moins 3 gros points et un dernier qui n'a pas été très très présent. Donc premier gros point, c'est le Java. On pensait que c'est peut-être un langage mort, mais non, le contraire. Ils ont des projets, des beaux projets. Ils ont revu leur système de version. Il y aura des versions LTS, toujours maintenues. Je pense que la version LTS la plus récente sera la 11 et la prochaine sera la 17, si je dis pas de bêtises. En 2021 ou 22, 21, 22, un truc comme ça. Beaucoup de nouveaux frameworks qui vont être présentés un peu plus tard. Alors Scala, par contre, rien du tout, que dalle. Vraiment pas du tout utilisé. En tout cas, j'en ai pas entendu parler pendant les conférences. Kotlin, on entend parler un petit peu, mais voilà. Voilà. Et PHP, Python, .NET, comme c'est une conférence consacrée plutôt sur le Java, ben, voilà, il y en a pas. Je crois qu'il y a une seule conférence en Python et ça n'avait rien à voir avec le développement web ou applicatif. C'est sur un microcontrôleur, quoi. Et donc c'était plus pour l'électronique, avec un Raspberry Pi. Alors aujourd'hui on a un peu un compromis en fait au niveau des frameworks. Les frameworks Java, en fait, on a Spring et tout ça qui sont quand même qui nous facilitent la vie, on va dire. Mais au niveau efficacité, c'est pas vraiment ça. En fait, on doit choisir entre faire quelque chose, on doit quasiment tout faire soi-même, mais qui est performant, ou un framework qui nous facilite la vie, mais qui est pas très performant. Et donc pour ça, donc il y a un nouveau framework qui s'appelle Micronaut, qui est très récent, donc qui a été créé par OCI, donc c'est je sais plus le nom complet, Object Computing, je crois. Donc c'est les créateurs de Grails, donc, qui est un framework un peu similaire à Spring, que je connaissais pas personnellement avant la presse. Et donc c'est tout récent, donc la 1.0 est sortie il y a moins d'un an, en octobre 2018. Et la 1.1 est sortie il y a genre 2 semaines. Et elle inclut entre autres le support de GraphQL. Et donc l'objectif principal de Micronaut, c'est donc de réduire le temps de démarrage de l'application et de réduire l'utilisation mémoire. Et un troisième objectif que j'ai pas mis, mais donc qui est un peu évident, c'est de permettre ce que Spring permet de faire forcément. Et donc pour ça, en fait, donc dans Spring, on a de l'injection de dépendance et en fait tout se fait au démarrage de l'application. On va scanner les classes et on va regarder si nos classes ont les fameuses annotations de Spring pour dire que la classe fait partie du contexte Spring. Et en fait, tout ça, ça fait beaucoup de réflexion, c'est assez lourd, et en fait, Micronaut va essayer de se passer de tout ça. Donc, Micronaut, il supporte donc Java, Kotlin et Groovy. Donc, Kotlin qui est quand même populaire. Donc là, j'ai juste mis un petit exemple de code. Donc, pour ceux qui connaissent Spring, normalement, vous reconnaissez. Donc on a juste en fait un main qu'on peut démarrer en cliquant droit dans son IDE, clic droit start, et hop c'est bon, ça tourne. Donc on a juste micronaut.run au lieu de Spring application.run. Et ensuite en dessous j'ai mis un exemple de contrôleur, donc c'est pareil, c'est comme Spring, c'est juste les annotations n'ont pas les mêmes noms. On a @controller au lieu de @restcontroller, @inject au lieu de @autowire et @get au lieu de @getmapping. On peut noter aussi que
ceux qui ont déjà fait des API, en Spring, le nom de l'attribut name en bas, on aurait dû mettre une annotation pour préciser le nom en fait name, alors qu'on a déjà le nom de l'attribut. Mais en fait, comme c'est fait au démarrage, donc sur la classe, en fait, l'information du nom de l'attribut, il est perdu. Alors que là, comme c'est fait au niveau de la compilation, en fait, on a accès au nom de l'attribut, et du coup, il n'y a pas besoin de repréciser que l'attribut s'appelle name, en fait. Donc moi, je vais vous présenter une alternative à Micronos qui s'appelle Quarkus, qui est toute récente, qui est sortie en avril 2019, donc maintenant. Alors, c'est Supersonic Subatomic Java. Les mecs qui disent pas de mal. Donc c'est plus pour une utilisation serverless, microservices, des containers, Kubernetes, c'est pour le cloud. Donc il y a un dev mode sympa, où il y a un live reload, où on a juste à recharger la page et on va voir tout apparaître. Donc ça a beau être jeune, il y a déjà 40 extensions qui existent, et des petits guides qui sont sur quarkus.io, assez simples, que je vous invite à aller voir. Et donc avec ça, dans nos présentations, c'était souvent utilisé avec GraphQL. C'est ça. Qui est développé par Oracle, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est une machine virtuelle polyglotte, donc qui supporte le JavaScript, le Python, le Ruby, le Java, Scala, etc. Mais surtout l'intérêt, c'est l'amélioration du temps de démarrage et de l'utilisation mémoire. En fait, on fait une ahead of time compilation qui permet de créer des applications natives à partir d'applications Java. Il y a aussi une gestion des réflexions. Passons aux chiffres. Donc voilà dans les performances que ça donne. On a des temps de démarrage en millisecondes, des consommations mémoire système de l'ordre de la dizaine de mégabits, et des dépendances et donc des tailles de containers minimales. Donc on voit que c'est à peu près des rapports de 1 à 10. Comme ça, bien plus que ça. Je vais juste rajouter un truc. En fait, il y a des gros avantages au niveau de la mise en prod, mais c'est la compilation en application native qui prend beaucoup de temps. C'est quelque chose qu'on fait vraiment dans la dernière partie d'un projet. On ne fait pas ça en développement, on perdrait vraiment trop de temps si c'est une grosse application. Parce que pour faire une application native, si c'est un projet plus ou moins moyen, on est plus ou moins à 3 minutes, 3 minutes 50 pour compiler l'application native. Mais une fois que c'est fait, c'est clair que là on gagne énormément de temps et ça va vraiment extrêmement très vite. Alors moi je vais vous parler de la partie event et plus particulièrement de Kafka. Ce qu'ils aimaient bien faire là-bas à l'époque, c'était de demander avant de commencer qui connaît Kafka. Ok. L'auteur. Non, pas l'auteur. Et qui utilise Kafka en production aujourd'hui. Ça va, je me sens moins seul. Du coup, Kafka en fait, à la base ça a été créé et développé par LinkedIn, donc c'est pas n'importe qui. Et depuis 2011, c'était passé en open source. Et du coup, c'est Apache qui a pris le relais et qui continue son développement actuellement. La définition littérale de Kafka, je l'ai mise parce que bon, ça me parle, c'est pas très parlant, je trouve, mais quand on va sur le net, c'est ce que ça donne. Kafka, c'est un système de messagerie de type publication abonnement conçu pour remplacer les courtiers de messagerie traditionnels. Bon, super. Ça nous aide vachement. Ce que le speaker nous a bien dit en début de... Ça faisait partie de l'université, donc une conf de 3 heures. Donc sur un sujet moi je connaissais pas, donc un bon petit bourrage de crâne. En gros, il nous a dit que les 4 gros mots à retenir, c'est ce que je vous ai indiqué. C'est en gros, ça fait du processing, ça fait du storage, du messaging et de l'ETL. Bon, je ne l'ai pas mis en fin de slide, mais en gros, le speaker, c'était une personne d'une société qui est éditrice de Kafka, donc il savait de quoi il parlait.
Donc là, ils m'ont indiqué, il y a 2 webinaires qui traitent du sujet. En fait, par la suite, si vous voulez, vous pourrez retrouver l'ensemble de ce qu'on vous a présenté, plus l'ensemble des conférences d'Evox sur la chaîne YouTube. C'est juste qu'ils ne les mettent pas avant une quinzaine de jours, il me semble. Donc, peu importe le sujet qui vous intéressera, elles seront disponibles en ligne, mais en attendant, vous pouvez déjà accéder à celle-ci. Donc, en gros, Kafka, il faut le voir plutôt comme ça, parce que, en fait, le speaker a essayé de dire que c'était tout simple. En gros, c'est un bus de messages, donc c'est la partie bleue que vous voyez, c'est juste des successions de messages les uns à la suite des autres. La particularité de Kafka, c'est que les utilisateurs, ici il y a Fred, Georges et Sally, ils peuvent interroger ce bus de messages à leur goût. En fait, ils peuvent se positionner à l'endroit où ils veulent, et à l'endroit où ils veulent dans un historique de messages plus ou moins conséquent. Donc avec ça, il y a des propriétés qui en découlent, c'est-à-dire que c'est des termes qui nous ont été évoqués. Donc il y a la scalability, donc en gros ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut subir des grosses montées en charge. Donc l'éditeur nous disait qu'en France ça peut monter jusqu'à des 10 gigaoctets secondes et que les plus grosses plateformes mondiales ça peut aller jusqu'à du 60 gigaoctets secondes, donc c'est pas rien. Ensuite, il y a aussi une autre propriété qui est le fault tolerance. En gros, Kafka permet de gérer les pannes. En gros, si vous avez une panne, quelle que soit sur le système, Kafka permet de prendre le relais et de ne pas vous mettre dans le mal, en fait. Et ensuite, il y a 2 autres propriétés, donc je les ai soulignées parce que pour lui, c'était les plus importantes. Il y a la propriété order. En gros, c'est parce que ce bus de messages qui est assez conséquent, il faut quand même qu'il puisse garantir un ordre. Et ça paraît bête, mais pour lui, c'est très, très, très important parce que on ne peut pas traiter des messages sans avoir l'ordre, ça a une importance. Et l'exactly once, en gros, ce qu'il nous disait, c'est que la majorité de leurs clients, c'est des clients bancaires. Donc forcément, l'exemple qu'il nous a donné, c'est que quand vous avez un compte bancaire, vous êtes content si la banque se trompe et qu'elle vous fait un virement de 400 €, mais vous êtes moins content si elle vous débite de 400 €. Donc pour le coup, il faut bien surveiller l'exactly once pour que les différentes transactions qui sont émises, elles arrivent qu'une seule fois et pas plusieurs fois. Et si un crédit de 2 fois 400 ? T'es toujours content. Donc là, j'ai repris un schéma qu'ils nous ont montré. En gros, c'est assez parlant pour dire que actuellement, avant, les clients, c'était un peu ça, c'est-à-dire un bordel. Ils avaient tout au même endroit, tout était ensemble, c'était un gros foutoir. Donc à cela, il y a plusieurs raisons. Hein. Ça peut être juste dû à l'historique client, aux contraintes budgétaires, aux différents projets qui sont amenés les uns derrière les autres et qu'il a fallu gérer. Et ce qui fait que chaque partie était cloisonnée dans son coin et que c'était un bon petit foutoir. Du coup, Kafka, ce que ça va faire, en gros, c'est que c'est un schéma typique avec en gros une entrée et une sortie. Donc ce qui se passe, c'est qu'en entrée, on a des producteurs qui peuvent être, là j'ai mis un exemple, ça peut être un CRM d'une base Oracle avec une quantité d'URL de site web conséquente. Donc ça arrive faut s'imaginer que ça arrive en grosse quantité, en grosses données. Donc l'ensemble du schéma, en fait, c'est le cluster Kafka. Et c'est découpé sous forme de topics. Et en gros, ces topics ils sont partitionnés, ce qui permet de gérer la donnée, plus facilement et que ça soit plus rapide. Il y a aussi le fait que les topics, en dehors de gérer la donnée, c'est qu'ils vont ils peuvent les valoriser ces données, c'est-à-dire on peut effectuer du traitement pour les renvoyer en sortie aux consommateurs afin qu'elles soient plus sympathiques à lire, parce que pareil, on peut imaginer qu'en entrée on ait une quantité de logs de prod qui arrive à la seconde, du coup c'est un peu illisible. Donc ce qu'on peut faire, c'est
grâce à Kafka, la traiter, la valoriser et en la sortir, que ce soit en utilisant un Elasticsearch, en utilisant un microservice ou un dashboard pour des personnes hors dev qui puissent comprendre et utiliser la donnée en fait. Donc ce que j'ai mis, c'est que ça pouvait être valorisé, qu'on peut utiliser du KSQL. Donc en gros, ça ressemble fortement à du SQL, mais avec la petite touche Kafka, rien de bien fou. L'avantage de Kafka, c'est qu'ils ont déjà un système qui leur permet d'avoir une DEC qui est très sécurisée. Donc voilà, ce que je disais aussi, c'est que Kafka, du coup, ça permet de gérer, ça peut gérer plusieurs choses. Donc j'ai mis des exemples à droite, que ce soit une messagerie, et suivre, c'est ce que je disais, par exemple, suivre des logs en direct d'un site web ou un changement des bases de données. Voilà, c'est aussi simple que c'est écrit. Du coup, voilà, ce schéma, c'est ce que je voulais comparer avec le schéma que je vous ai montré juste avant où c'était le gros foutoir. En fait, là, Kafka, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont décloisonner les éléments. Et là, on retrouve notre partie producteur en bas et consumeur en haut. Donc, on interroge tout type de base de données, quelle qu'elle soit, tout type d'API. Et le traitement Kafka au milieu est là pour valoriser la donnée. Et en sortie, on sort sur les différents types de plateformes qui nous intéressent. Donc là, c'est pareil, ce qu'il disait, c'est que cette fois-ci, avec Kafka, on se concentre sur un besoin qui est orienté données et non plus infrastructure. Voilà, donc Kafka, ce que ça permet, c'est de transiter le stockage, c'était une notion importante, et transformer les données. Donc Kafka, comme c'est en place depuis 2011, c'est déjà utilisé par les plus grands groupes et par la plupart des banques françaises, des banques parisiennes. Donc c'est plus une solution qui doit faire ses preuves, elle est assez mature. Donc il ne faut pas hésiter à se lancer sur le sujet. Cette partie-là, c'est la partie de Florian, qui est actuellement malade. J'ai Alexandre qui a fait un petit récap. Je sais pas si c'est comme tu veux. En gros, il nous a balancé ce qu'il avait fait, mais c'était assez illisible pour vous. C'était beaucoup d'informations. Donc on l'a condensé en vous disant que ce qu'il faut retenir, c'est que Docker aujourd'hui, c'est toujours le leader, donc c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, c'est là la bonne chose à suivre. Kubernetes, pareil, toujours le leader sur l'orchestration des conteneurs. Donc ça, Florian, c'est dommage qu'il soit pas là parce qu'il nous a fait un nombre incalculable de conférences là-dessus. Donc si vous avez des questions, je pense qu'il sera à même de vous y répondre. Et je vais te laisser tout ça, je vais te laisser en parler, je sais pas ce que c'est. Il est en conf call, en vidéo call. Mais pour la dernière partie, on a remarqué qu'il y avait plusieurs outils qui ont été présentés pendant les différentes présentations. Il y a Dive, qui est un outil d'analyse pour les layers Docker. Encore, ou Snyk, ou je ne sais pas comment ça se prononce, outil d'analyse pour la sécurité des conteneurs. Helm, outil de packaging pour les applications Kubernetes. Draft, outil de génération automatique Dockerfile et de template Helm. Et un dernier outil qui est le Cilium, outil de firewalling pour Kubernetes. Donc voilà. On arrive à la conclusion. Moi, personnellement, j'ai passé un très bon moment. Beaucoup de conférences, beaucoup de bourrage d'informations. Mais je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être vécu. Et j'espère que Edosi permettra à ses collaborateurs de revivre ce moment unique. Donc voilà. Maintenant, je crois qu'il y a des questions. Je crois que c'est ça. On peut passer aux questions. Mais je ne sais pas comment on réfléchit.
écoutez, d'accord. Au total, combien y a-t-il eu de conférences et à combien avez-vous pu assister? Alors, je pense qu'il y a une 350 conférences, plus ou moins, et je pense qu'au total, on est une trentaine, voire peut-être une quarantaine. Non, un peu plus. En gros, c'était 3 jours condensés. Ça démarrait à 9h le matin jusqu'à 19h le soir. On avait 1 heure de pause le midi, donc c'était un peu la cohue pour aller chercher le sandwich. Donc une fois qu'on l'avait récupéré, il fallait juste filer à la conf suivante. Il y avait même des quickies le midi, c'est des petites confs de 15 minutes. Donc si on voulait vraiment s'acharner et pas s'arrêter, il y avait même des confs pendant la pause déjeuner. Donc ça fait beaucoup d'informations en 3 jours. Je pense que Grégoire l'avait déjà dit, mais la première journée c'était des confs de 3 heures et les autres journées c'était des confs plus condensées de 45 minutes. Donc ça s'enchaînait les unes derrière les autres sur des technos et des sujets différents à chaque fois, donc en anglais ou pas. Donc c'est assez important comme données à encaisser. Par contre c'est très valorisant et constructif. Comme le dit Alexandre, ça vaut le coup d'être vécu. Voilà. Alors, Helm, ça veut dire quoi? Aucune exception d'exécution. De ce que j'ai compris, ça fait penser à la philosophie de Dev. Je log pas d'erreur, donc j'ai pas d'erreur, mon appli fonctionne. Ben, c'est plus ou moins ça en fait. Donc en gros, Helm c'est un langage qu'on développe, enfin qu'on utilise, et il va être compilé en JavaScript, qui normalement ne devrait jamais faire d'erreur. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai vu qu'il y avait une petite blague, je l'affiche quand même. M, c'est pas dans le Seigneur de l'Anneau. Ben oui, mais bon. Autre question sur Helm, quel genre de projet? Je dirais que ça serait surtout sur des projets purement front. On ne fait pas des applications back. Enfin, de toute façon, je pense que ce serait casse-tête, clairement. On peut faire, on va dire, des... il faut se dire que Helm, c'est très fermé. Donc, tout peut entrer, mais... Enfin, tout peut entrer. C'est un mur, il faut voir ça comme un mur autour de Helm. Et donc, c'est très restrictif. Donc, il faut bien définir ce qu'on reçoit comme données. C'est-à-dire que si on veut du string, on n'a pas question de mettre du int. Sinon, ça passe pas. Donc voilà. C'est plus pour des petits projets pour moi. Mais bon, voilà, c'est à creuser. Alors, il y a une question sur la présentation de GraphQL. Ils ont évoqué des bases graphes comme Neo4j. Aucune idée. C'était en anglais. Non, mais il ne me semble pas qu'il ait parlé de ça. Bah oui, normalement il existe des vidéos, mais elles ne sont pas encore disponibles, il me semble. Oui, c'est dans 15 jours plus ou moins en fait. Il faut leur laisser 2 semaines pour mettre tout ça en ligne. Peut-être qu'on mettra à jour avec des liens. Tout sera disponible dans 2 semaines. Bon, je pense qu'on a fait... Ah, il y a une question. Saurais-tu dire pourquoi Postgre, je pense que c'est bien PostgreSQL, la question. Mais la tendance, comme ça, je ne sais pas le dire, je sais juste que tout le monde l'utilise, donc voilà. Il faut dire que c'est quand même un outil de base de données plutôt puissant. Il y avait une conférence où on pouvait même mettre maintenant du JSON dans la base de données, et il serait capable de le lire et de le restituer. C'est pas intéressant. Pardon? C'est lié à une question de licence, parce que c'est un type de comparatif par rapport à SQL Oracle. SQL Oracle a été énormément utilisé, mais ça continue de coûter cher au niveau licence. Et c'est souvent le palliatif le moins cher dans les équivalents.
Généralement, c'est ça la raison qui est abordée. Pourquoi... Ouais, c'est vrai que question budget, Oracle n'est pas donné, quoi. Mais bon, voilà. Et juste un dernier truc par rapport à ce que je disais avec le JSON. Il ne faut pas crier Hurrah hurrah tout vite, enfin. Voilà quoi. C'est un début, c'est un début de développement. On peut l'utiliser, mais c'est pas encore au point à 100%. Il y a des trucs beaucoup plus matures comme Elasticsearch, voilà. Alors, il y a une question sur. Il y avait été des conférences sur le NSDK. Donc, ça, je ne sais pas quoi. Non. Par contre, il y a deux frameworks qui produisent du natif. Ils produisent en quoi en natif en fait? Les applications. Mais il y a deux frameworks Java qui ont été présentés. Juste avec Graal VM, ils le mettent en Java, ça. Enfin, l'application native est sans Java, mais en plus court. En fait, Graal VM permet de générer une application native à partir d'une application Java. Et en fait, c'est pas directement lié à Micronaut et Quarkus. C'est juste que comme pour que ça fonctionne bien, il faut éviter tout ce qui est réflexion, etc. C'est particulièrement adapté à ces deux frameworks. Et du coup, dans toutes les conférences qui parlaient de Quarkus et de Micronaut, à chaque fois, ils faisaient la petite démo à la fin avec Graal VM pour montrer qu'ils peuvent convertir en code natif et que le truc démarre en 50 millisecondes. Donc c'est du natif tout en restant du Java ou ils produisent du C par exemple? Je sais pas trop, mais en tout cas à la fin on se retrouve avec genre une application qu'on peut démarrer sur un Linux par exemple, comme un script, un exécutable. Peut-être qu'au final ils produisent du C pour que ce soit du natif Linux ou Windows, et donc ça rejoint un peu NSDK. Bravo. Je sais pas. Bravo. C'est-à-dire que si tu compiles en langage machine, forcément à la fin c'est un peu portable et ça perd tous les bénéfices du Java, à quoi ça sert du coup enfin... Ça rejoint NSDK. A priori, ça permet aussi de faire des projets avec plusieurs langages dans le même projet. Donc faire du JavaScript avec du C, bon, ça doit être un gros bordel, je pense. Excellente question, je ne sais pas qui l'a posée, une excellente question. C'est toi? Non, dinosaure là-dessus. Mais tu doutes du coup de qui peut rester. C'est pas bon, j'ai pas de téléphone. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Bon, du coup, on va faire la pause et on va avant d'attaquer la deuxième partie de Sébastien. Donc, il y a eu un petit teaser puisque ça va concerner effectivement plus précisément Kafka, ActiveMQ, RabbitMQ. Sébastien? Non? Tu veux pas la faire finalement? Ben, c'est pas ça. C'est pas ça. Je ferai le teaser moi-même, d'accord? D'accord. Bon, ben, je vais aller au bar. Me consoler. Donc le sujet va être très simple. Parce qu'on entend parler de Kafka, on entend parler pour certains d'ActiveMQ, etc. Et en fait, le sujet va être expliquer ce que c'est exactement. Alors, pour les perdants de la bouteille de champagne, j'ai une autre mauvaise nouvelle. Swan ne fera pas de présentation. Parce qu'il n'y a pas de cette gif. Donc, en fait, Kafka, ActiveMQ, RabbitMQ, etc., tout ce que vous avez pu entendre parler comme message au broker, qu'est-ce que c'est? Ça s'inscrit dans ce qu'on appelle Message Oriented Middleware. Donc, qu'est-ce qu'un middleware? En fait, c'est l'application qui est au milieu. Milieu. Ware, software. C'est incroyable, hein? Bravo. Et oui, c'est un cours d'anglais. Donc, ça va permettre, en fait, c'est un réseau d'échange d'informations interapplicatives. On peut considérer un SI comme un mur, avec différentes briques qui représentent les applications. Le middleware, c'est le ciment
qui va permettre Ouais. Et donc en fait le middleware, c'est la même technique d'échange d'informations entre toutes les applications. Donc il y a quelques techniques d'échange qui sont utilisées dans le principe des middleware. Tout ce qui est synchrone avec le RPC, Remote Procedure Call, l'Object Request Broker, personnellement pas appliqué. L'asynchrone avec le message, donc le MOM. Comme vous avez compris, MOM c'est pas une maman. Désolé. Et donc ça va s'orienter, c'est donc pour Message Oriented Middleware, ça va s'intégrer dans une architecture pour système distribué et ça va utiliser la même structure d'échange, le message. Donc un message sera composé de header et d'un body. Donc ici, chez nous, il y en a plusieurs qui ont pratiqué. Hein. Je vais les afficher. Grégoire, Zohan, Florent. Il n'y a pas Sully, il n'y a pas Jérôme, mais voilà. Et donc c'est asynchrone. Mais si aucun souci dans l'échange, on se rapprochera du temps réel. Mais il n'y a pas de notion d'attente pour finaliser l'échange. Le message broker, en fait, un message broker, ça va être l'agent qui va gérer toutes les typologies d'échange du MOM. Donc, c'est lui qui va gérer le routage des informations. C'est lui qui va s'assurer que le message a bien été délivré au consommateur. Et il peut, dans certains cas, faire une transformation technique. Tu vas en parler avec Kafka. ActiveMQ permet aussi de transformer du XML vers du JSON. Personnellement, je n'utiliserai pas directement le broker pour faire l'échange, mais j'utiliserai une brique à côté. Il y a quelques exemples de MOM. Hein, donc, on a mis les plus connus. ActiveMQ qui est l'un des plus connus et qui est très répandu dans les boîtes. RabbitMQ, qui lui a le vent en poupe parce que ActiveMQ a été à l'origine créé pour le protocole JMS, donc plutôt pour Java. RabbitMQ est arrivé après, plus pour le PHP. Apache Kafka et Apache Pulsar. Pourquoi et quand utiliser un MOM? Mais du coup, en fait, on va l'utiliser pour découpler les applications entre elles. Donc le découplage va permettre d'avoir moins d'interdépendance, de ne plus avoir de coordination entre les différentes applications pour échanger la data. On a vu aussi avec le schéma qui représentait bien le fait que tout serait centralisé à un endroit, donc moins de flux d'échange, tout va être un peu plus centralisé. Parce que c'est asynchrone, donc ça permet justement de s'assurer que le message soit transféré, même si on a à un moment donné une part de connexion avec le consumer. On a un format unique d'échange, comme indiqué, donc un message avec des headers, avec un body, et puisque c'est performant. Donc dans le principe, en fait, on aura l'application 1 qui va envoyer un message au MOM. Le MOM va faire un accusé de réception du message, et ensuite, il y a un consumer, une application 2 par exemple, qui consommera le message du MOM et qui enverra un acquittement pour indiquer que le message a bien été consommé. Quand on utilise un MOM, quand on a l'intégration d'applications hétérogènes, parce que généralement dans un SI, les applications n'ont pas été créées pour communiquer entre elles, et en fait, les message brokers ont des clients dans différentes technos qui vont du C++, du .NET, du PHP, du Java, etc., du Python, bref. Donc ça permettra justement à ces applications d'échanger de la data entre elles pour découpler les applications comme on avait indiqué précédemment, pour en faire la colonne vertébrale d'une architecture orientée événement. Donc ça veut dire qu'en fait on va arrêter les gros batchs là qui prennent des heures, on va envoyer les éléments au fil de l'eau. C'est pourquoi on se rapprochera plus du temps réel. Et pour améliorer la scalabilité de l'application. Au niveau des principes, alors attention, ce sont des principes. Donc je vais indiquer les principes de base
et des implémentations techniques qui sont différentes selon les brokers. Kafka ne gérera pas le principe du MOM de la même manière qu'un ActiveMQ. Mais on retrouvera quand même un point, les concepts qui se rapprochent. Il y a deux concepts clés dans tout ce qui est MOM, c'est le point, un point, on utilisera le principe de queue, et c'est le broadcasting, où on utilisera le système de topic. Qu'est-ce que c'est? La queue. La queue, en fait, elle aura un identifiant unique. Donc, dans ActiveMQ, c'est le nom de la queue. Voilà. Le producteur envoie un message dans la queue du MOM. Le consumer qui est connecté au MOM et sur la queue récupérera le message, et une fois que ce message est consommé, le message sera supprimé du broker. Un message, en fait, il est publié dans une queue, et en fait, il peut y avoir qu'un consommateur. Il ne peut pas avoir multiples consommateurs de ce message. Sur une queue, c'est un message, un consommateur, basta. Au niveau topic, donc le topic, pareil, possède un identifiant, donc son nom. Le publisher envoie un message dans le topic, et tous les consommateurs qui sont inscrits, subscriber, donc le principe de publication abonnement, tous les consommateurs qui sont connectés à ce topic recevront le message. Et une fois que le message est consommé par tous les consommateurs, celui-ci sera supprimé du broker. Au niveau des use cases, en fait, alors, voilà, pour ceux qui ne savent pas, je travaille chez Auchan. Moi, j'ai vu tourner différents brokers. Donc, moi, je travaille sur la plateforme d'échange côté international. Donc, du coup, on utilise ActiveMQ, qui est le broker le plus simple. Par contre, j'ai vu tourner aussi du Kafka, et là, c'était assez impressionnant. Donc, les use cases, par exemple, transmission de vente d'un magasin au fil de l'eau à différents consommateurs. Donc, en fait, typiquement, on a les systèmes de caisse qui sont répartis par magasin, qui nous envoient les ventes toutes les minutes réalisées dans le magasin. Et ensuite, ces ventes sont dispatchées sur différentes applications ayant besoin de la donnée, pour des besoins de reporting, pour des besoins justement de calcul des stocks en temps réel. Donc ça aussi, c'est super intéressant. La transmission des stocks donc, par magasin, par pays. Et justement, Kafka se prêtait beaucoup au sujet des stocks en temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, une image des stocks était envoyée chaque nuit. L'image des stocks par magasin, par produit, était envoyée chaque nuit. Dans la journée, les ventes étaient reçues. Une évaluation était faite pour pouvoir fournir une visu temps réel des stocks disponibles dans le magasin et par pays. Avec forcément l'objectif temps réel que Kafka couvre. Également, en fait, on peut utiliser un message broker, par exemple, pour recevoir les notifications de mise à jour de produits de prix. Donc en fait, il y a un MDM qui contient toutes les informations des produits, etc. Et dès qu'il y a une mise à jour, en fait, ils transmettent au travers d'une API SSE. Donc en fait, une API SSE, c'est une API qui est en pooling continu. Et dès qu'une nouvelle information était ajoutée, on recevait un objet qui indiquait les champs qui avaient bougé, les informations qui avaient bougé d'un produit, de manière à ce que ça puisse être transmis à différents consommateurs. Alors, pourquoi il est marqué que le prochain apéro, il fallait pas une date précise? Alors, à l'origine, en fait, avec Sohan, Tristan, on voulait un peu faire une bataille des brokers, ActiveMQ versus Kafka. Et la Devoxx est arrivée. Et la Devoxx, en fait, ce que j'ai vu, c'est que il y avait un site web qui permettait de faire du live coding qui s'appelait Eli. Et moi, en fait, il y a quelqu'un ici chez nous qui s'appelle Eli et qui, lui, a suivi le compte Devoxx. Et j'ai pas vu dans toutes les notifs envoyées par ce compte, parce qu'en fait, on peut suivre la Devoxx même sans être sur place. Il a vu parler de Pulsar. Et là, en fait, je suis allé voir un petit peu ce que c'était, et ça a été une révélation. Et du coup, en fait, ça mérite d'être travaillé et correctement. Donc c'est pour ça que ça ne sera pas le mois prochain qu'on vous présentera une bataille des différents brokers,
et qu'on vous présentera un peu plus tard. Merci. Du coup, s'il y a des volontaires pour le prochain apéro, c'est l'animé, la porte est ouverte. Juste pour conclure, je tiens à remercier déjà David et Bertrand d'avoir permis aux Éleusiens de participer au Devox, parce que ça reste une chance quand même exceptionnelle d'être financé par son entreprise pour pouvoir assister à ce genre de conférence. Et merci à Grégoire, Johan, Florian, Alexandre et François et Sam d'avoir pris le temps d'y aller, de faire une restitution. Voilà. Tout est dit. Bonsoir à tous. Est-ce qu'il y a des volontaires pour le prochain apéro? Venez me voir. Sinon, il y en a déjà en mois de juin qui est planifié, et c'est Maxime et François. Ouais. Donc, ça va, t'es chaud? Non, mais tu vas le faire? Voilà. De toute façon, t'as pas le choix, ça a été dit. Donc, au mois de juin, il est déjà planifié. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Je te laisse répondre, Seb. Donc, quelqu'un est utilisé en prod chez Vilogia pour adresser les messages de demande d'intervention aux différents prestataires intervenant sur le parc locatif. Je confirme. Et donc, Ellie, tu veux peut-être en parler? Toi qui as le message. Tout à l'heure, on me demandait si Kafka était utilisé en prod. On l'a à l'heure actuelle en prod chez un client, Vilogia, qui l'utilise pour pallier aux défauts d'une solution qu'ils ont acquérie, qui gère mal les messages. Ils l'ont acquise. Ellie, on dit une solution qu'ils ont acquise. Ouais, excusez-moi, pas grave. Mais le retour est intéressant. Et tu peux mettre ton nom. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée qui n'ont pas été écrites? Donc, dans le schéma, tout à l'heure, dans le concept de la queue, donc il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs producteurs qui envoient dans la queue, il y a plusieurs consommateurs qui écoutent la queue. Ma question c'est comment est-ce qu'il va faire pour dire comment est-ce qu'un consommateur va savoir si c'est pour lui plutôt que pour les autres. Alors, raté, c'était une blague. Désolé. C'est le micro. Ouais, c'est le micro. Vous croyez quand même pas que tous les micros allaient marcher comme ça? Et tu as eu une amélioration par rapport au comment le broker va savoir que le message est pour le consommateur? En fait, le consommateur écoutera une queue, donc il écoutera un identifiant bien précis. Alors, en fait, je vais vous prendre un exemple. Donc on aurait deux routes ESB qui écoutent la même queue. En fait, c'est la première qui chope, qui prend le message. Voilà. Et l'autre ne recevra jamais le message. Parce qu'en fait, le broker va gérer la dédupe. Il va se dire, bon, bah, c'est bon, moi mon message, il m'a été validé comme récupéré, donc l'autre consommateur ne l'aura pas. C'est juste pour la scalabilité. Voilà. En gros, si tu as beaucoup de messages, du coup, une application elle met 2 minutes à le faire, tu mets 10 fois l'application et puis ça te... Sinon, tu fais un colis. Donc je vois juste là, c'est la notion DAC existe dans Kafka, qui a mis le message. D'ACK, ouais, d'acknowledge, ouais. Ouais. Mais c'est pas une affirmation, c'est une question. Bah, en fait, non. non, elle n'existe pas et en fait elle est gérée par le consommateur. À la différence d'un ActiveMQ par exemple. Et après, je crois que on a fait le tour, non? Écoutez, je pense que... Pour moi, on utilise une notion de topic queue. En fait, c'est les topics suivis d'une queue. Est-ce que c'est une
bonne chose ou pas? Utiliser ActiveMQ, donc les virtual topics. Donc les virtual topics, en fait, ça permet, parce que le topic, on va avoir du mal à faire la haute dispo de la perf dessus avec ActiveMQ. Et effectivement, la notion de virtual topic va permettre d'améliorer les choses. C'est une bonne chose. Et un queue derrière le topic, ça permet surtout qu'en fait, dans les topics, si la personne abonnée n'est plus là quand le message passe, ben, le message est perdu en fait. Il envoie que aux abonnés qui sont présents au moment donné. Donc mettre une queue derrière, ça assure que bah, du coup, comme c'est dans le même ActiveMQ ou dans des trucs à haute dispo, ben, que le message ait bien été consommé. Et derrière, qu'il attendra que le consommateur final soit bien présent pour la consommer. Non. Mais effectivement, j'avais oublié cette notion de persistance. D'autres questions? Merci à vous. Bonne soirée.